le site web le plus utilisé de compagnonnage. Il y a quand même plusieurs dizaines de millions de personnes qui l'utilisent, donc c'est pas anodin. On a vraiment été surpris par la monétisation finalement de la solitude, pour le dire brutalement. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a beaucoup d'isolation sociale, et donc ça répond à un besoin, mais ça rend captif des gens par rapport à un besoin naturel qui est la connexion à l'autre. Et il y a une surmonétisation qui est incroyable. C'est-à-dire que pour pouvoir parler plus à son agent, il faut mettre 10 dollars. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Guillaume Dumas, qui est professeur agrégé en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal, au Canada, et l'une des voix majeures du Social Neuro AI, un domaine émergent à l'interface des neurosciences cognitives. Alors que la santé mentale est un enjeu fort dans nos sociétés occidentales, je m'interroge sur l'impact de l'intelligence artificielle sur notre cerveau, nos émotions et notre manière de penser. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'IA et de santé mentale. Bonjour Guillaume, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ta santé mentale se porte bien, ça va? Tout va bien aujourd'hui? Ça va plutôt bien aujourd'hui, ouais. Bon, tant mieux. Alors Guillaume, j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant de plonger dans le grand bain de l'IA ensemble. Guillaume, tu as quel âge? Tu viens d'où? Et ils faisaient quoi tes parents? Alors j'ai 41 ans, je viens de Nîmes dans le Gard, dans le sud de la France, et mes parents, ma mère était employée de banque et mon père était chercheur, et comme moi, mais en physique fondamentale. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au sujet de la psychiatrie, psychologie, santé mentale et IA? Alors je pense que déjà c'est pas anodin que mon père soit chercheur, donc j'ai grandi un peu dans un labo de recherche de physique, donc ça m'a quand même influencé dans mes orientations professionnelles, on va dire. Lors de mon école d'ingénieur, j'étais impliqué dans les associations étudiantes, et cetera. Ce qui m'a amené à un moment à être un comité où siégeait le directeur de l'école normale supérieure, donc qui était une école en France qui est très réputée pour la recherche. Mmh. Et on avait eu une discussion, parce que moi j'étais à Centrale Paris, qui était plus ingénieur que recherche, donc je faisais un double cursus de sciences en physique fondamentale en dehors de Centrale. Et à la base, je voulais faire d'astrophysique, et le directeur de l'ENS m'a conseillé de regarder les sciences cognitives en me disant, «Franchement, avec un bagage technique comme tu as, les neurosciences, les sciences cognitives, l'IA, tout ça, ça va être un truc qui va exploser», ce qui était très visionnaire comme conseil. Et suite à ça, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études ingénieur au Collège de France. Donc je suis allé dans un laboratoire de sciences cognitives, Mmh. et progressivement, je me suis mis à travailler sur bah, le cerveau, la cognition. Ce qui m'a amené, en fait, après, à faire une thèse à la Pitié-Salpêtrière, où j'étais dans un hôpital. Donc le premier contact aussi avec le milieu hospitalier et médical. Et suite à ça, en fait, de fil en aiguille, je me suis même retrouvé à avoir l'habilitation en médecine, ce qui est un peu bizarre parce que je suis pas clinicien, je suis pas psychiatre, mais j'ai le diplôme d'habilitation en médecine en France, qui est le plus haut diplôme universitaire. Donc j'ai un peu hacké le système, et je me retrouve un peu scientifique, mais dans le milieu médical, et du coup, mon laboratoire maintenant est au CHU Sainte-Justine. D'accord, donc à Montréal, au Canada. Et comment ça fait longtemps que tu es au Canada? Ça fait 6 ans maintenant. Et on va commencer d'ailleurs, un petit point culture, mais tu vois des différences dans la manière de traiter ces sujets de santé mentale, et d'intelligence artificielle entre l'Europe, la France et l'Amérique du Nord, le Canada? Oh oui, 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 beaucoup. En plus, entre-temps, j'ai passé certaines étapes, mais j'ai travaillé aussi pendant plus de 2 ans aux États-Unis en postdoctorat. Mmh. Donc j'ai été exposé aussi au monde académique et à la recherche biomédicale aux États-Unis. Et c'est vrai que je vois un peu le gradient entre les États-Unis, le Canada et l'Europe, où le Canada est un peu une voie du milieu là-dedans. J'ai aussi un peu eu d'expérience en Asie. Je travaillais un peu en Amérique, en Corée du Sud, et j'ai beaucoup collaboré aussi avec le Japon. Donc j'ai un peu une vue d'ensemble, ouais, des différentes approches en recherche. Et
Typiquement, je dirais que l'Europe est plus sur notamment dans l'IA, sur la régulation et le principe de précaution, alors que l'Amérique du Nord est plus, dans l'innovation et la régulation a posteriori, donc plus donner, du loose aux gens pour innover et puis, réguler au cas par cas en voyant ce qui se passe. Donc ça, c'est sûr que sur le plan de l'intelligence artificielle, c'est une grosse différence et le Canada fait figure un peu d'intermédiaire entre l'extrême américain où c'est, complètement dérégulé et le cadre européen qui est très, axé sur la régulation. Où, je sens qu'on voit qu'il y a, par exemple, des choses comme la médecine et les données médicales qui sont très bien régulées et on sait où mettre en fait, la priorité sur ces approches de régulation. Alors justement, toi, la santé mentale, c'est ton quotidien, et moi de mon côté, j'ai l'impression que ce sujet, ça s'est vraiment démocratisé, on va dire depuis la pandémie de Covid-19. Mmh. Heu, Est-ce que c'est aussi ton sentiment? Et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on parle autant de santé mentale aujourd'hui? Alors je pense que l la pandémie a effectivement été un catalyseur, mais qu'on a aussi finalement, un effet générationnel où les gens, sont de plus en plus, sensibles à la question de la santé mentale. On voit dans les sondages que les générations Z sont beaucoup plus à l'aise avec, par exemple, le fait de parler de leur santé mentale même avec, leurs amis, et même en milieu professionnel, de dire qu'ils consultent, un psychologue, c'est plus stigmatisant, c'est considéré comme normal. Quand on irait chez le médecin parce qu'on s'est cassé une jambe, ben, on va chez le psychologue si on a des défis en anxiété et cetera et c'est en soi un grand changement, sociétal par rapport à avant, où c'était très stigmatisé finalement en fait de consulter en santé mentale ou de parler de santé mentale. Mais la pandémie a été un accélérateur parce qu'il y a eu vraiment, ben, du coup un stress énorme, à l'échelle populationnelle donc forcément ça a réveillé, beaucoup de personnes qui étaient à risque et on s'est retrouvé avec beaucoup plus de visibilité de troubles de santé mentale. D'accord, et la santé mentale justement, parlons-en parce que c'est un sujet qui est très vaste. Quand j'ai fait un peu de recherche, on y associe des mots parfois, comme, dépression, crise d'angoisse, troubles du comportement. On parle aussi d'hyperactivité, de schizophrénie, de bipolarité, et cetera, et cetera. Est-ce que tu peux m'en donner une définition simple? C'est quoi la santé mentale? On va dire 2 niveaux de difficulté, OK? La santé mentale pour un enfant de 10 ans et la santé mentale pour, un adulte, une version plus complète. C'est quoi ta définition? Tes définitions? Alors je dirais que quand j'en parle à ma fille de 5 ans, on parle des pensées, des émotions. Il y a une métaphore qui est un peu utile pour les enfants, je pense, c'est de parler de météo intérieure, en fait. Comment tu te sens aujourd'hui, et d'essayer d'être imagé. Il peut pleuvoir, mais il y a toujours un peu de soleil qui est derrière les nuages. Hem et de voir comment, ça se passe, dans le jeu, dans l'apprentissage, avec ses amis et cetera. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus tangible pour les enfants, là, sur la santé mentale. Mmh. Mais ça passe beaucoup par les émotions et les pensées. Est-ce que tu penses à des choses positives ou négatives et cetera? Et mais je pense que globalement la métaphore de la météo, dans ta tête, marche bien. Heu, pour les adultes, si on prend les définitions comme celle de l'OMS, on est plus sur l'état de bien-être qui permet de faire face à la vie en général, à réaliser son potentiel et à travailler, à contribuer à sa communauté. La question qui est sous-jacente, qui est plutôt, qui a été traitée par plus la philosophie de la médecine avec Canguilhem notamment, c'est la limite entre le normal et le pathologique. Et justement, dans la santé mentale, on est un peu sur quelque chose qui est un peu intermédiaire parce qu'on a le bien-être mental, qui est en fait, avant qu'il y ait un problème de santé mentale et même dans la santé mentale, on va avoir quelque chose de progressif qui va aller de, la dépression saisonnière ou passagère à, des troubles sévères de dépression, chronique, et même pharmacorésistante. Mmh. Donc en fait, on parle de quelque chose d'extrêmement vaste qui va du bien-être quotidien et de se sentir à l'aise dans sa vie et dans son travail, dans ses relations sociales et cetera,
jusqu'à, être capable de faire face à, des conditions qui sont plus inscrites biologiquement et qui vont être, dans ce cas-là, dans le domaine de la psychiatrie et la neuropsychiatrie. Et justement, je t'ai contacté parce que toi, tu t'intéresses à la fois à la santé mentale et à l'intelligence artificielle, qui est ce qui est quand même un peu unique. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette relation entre l'humain et la machine et comment est-ce qu'on connecte IA et santé mentale? Alors je pense que le lien entre l'humain et la machine, il a été, même, antérieur à la santé mentale. Bon, j'ai toujours été un geek, et fan de robots même quand j'étais petit là, donc ça, si on va chercher loin, c'est sûr que ça a dû, préparer. Après j'ai eu des lectures, plus tard, cyberpunk et de science-fiction qui ont aussi, dû faire le travail, inconscient, derrière tout ça. Mais c'est je pense au niveau de mon post-doctorat ou quand je suis parti justement aux États-Unis, je me suis retrouvé à travailler avec un chercheur, qui s'appelle Scott Kelso, qui a beaucoup travaillé sur les modèles mathématiques, du cerveau humain et des comportements, humains. Et mon projet de recherche pendant ces 2 ans aux États-Unis, ça a été de mettre ces équations qu'on savait sur l'humain dans un ordinateur et de faire interagir un humain avec une sorte de miroir mathématique d'un humain et de poser des questions sur, finalement, c'était, dans les 2 sens. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'humain et qu'est-ce que ça nous dit sur, qu'est-ce qu'une machine peut faire, en fait? Mmh. Et donc ça a initié un peu cet intérêt pour, le miroir entre, humain et machine. Mais en voyant la machine plus comme, une sorte de miroir de notre compréhension de ce qu'on sait sur nous-mêmes et ce que l'on ne sait pas justement. Donc Ça la différence. ça a l'air très simple quand on parle, mais c'est vrai que c'est le cerveau humain a l'air infiniment plus complexe à gérer qu'une machine, hein. Bah, surtout ce qu'il y a, c'est que une des grosses différences, c'est que les machines sont designées, donc on a, les notes des ingénieurs qui ont fait les machines. Avec le cerveau humain, on n'a pas les notes de l'évolution sur, pourquoi, c'est comme ça. C'est pas aussi documenté. Alors c'est documenté dans la génétique. C'est pour ça que, par exemple, à un moment donné, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai eu toute une période à l'Institut Pasteur en France où, je travaillais notamment sur la génétique du cerveau. Je continue maintenant, mais à l'époque, on avait fait même de la génétique du cerveau, de Néandertal et comparé avec, la génétique du cerveau d'Homo sapiens. Donc j'avais fait de la paléogénomique, ce qu'on appelle. Mmh. C'était à l'époque où, Svante Pääbo avait, réussi à séquencer le génome de Néandertal et du coup, on peut regarder avec la génétique, des primates, de Néandertal et d'Homo sapiens, essayer de comprendre un peu justement l'évolution du cerveau et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la construction de l'évolution du cerveau. Donc c'est une manière de «reconstituer le manuel» entre guillemets. Mais, effectivement, on a un cercle vertueux qui peut s'opérer. C'est ce qu'on essaye de faire et ce qui m'a amené en fait à Montréal à travailler au Mila et avec Yoshua Bengio qui, dans le deep learning finalement, c'était un peu ce cercle vertueux entre l'inspiration du cortex et du cerveau humain pour faire des meilleurs algorithmes et en quoi ces meilleurs algorithmes maintenant permettent aux neuroscientifiques de mieux étudier le cerveau. Donc il y a une boucle, vertueuse qui peut s'opérer, entre ces 2 questions. Alors, tu es dans le domaine évidemment de la techno depuis très longtemps. Est-ce que tu as vu venir, l'intelligence artificielle générative? Qu'est-ce que tu as pensé quand ChatGPT est sorti en novembre 2022? Et est-ce que tu as fait le lien avec les impacts en termes de santé mentale ou est-ce que c'est venu après? Ben, en fait, c'est marrant parce que j'ai été plus surpris par le déploiement massif, mais j'avais fait des œuvres, je faisais beaucoup d'art science avant quand j'étais à Paris et on avait fait une œuvre, bon avec des LSTM, c'était pas des transformers à l'époque, mais de poésie dystopique, avec des LSTM, pour, sensibiliser un peu à justement les dérives, de l'IA générative bien avant, ChatGPT. Donc j'avais quand même plutôt vu ça venir avec mes collègues artistes et je pense que la science-fiction et l'art, c'est des bons, anticipateurs sur ce genre de choses et en plus avec une critique sociétale qui était déjà un peu plus mature même des fois de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même encore maintenant. Mais moi ce qui m'avait surpris, c'était plus le déploiement massif. Enfin le fait que très rapidement il y ait une adoption, énorme en 100 000 000 d'utilisateurs en 2 mois, c'était, colossal. Et donc là, c'est clair que l'impact
sociétal associé, s'est posé immédiatement, quoi. Comment on gère une expérience qui se fait sur quasiment toute la population d'un coup, sans aucun recul finalement. Et là-dessus, moi, depuis 2010, 2012, j'avais été pas mal impliqué dans tout ce qui était, activisme Mmh. hem et défense des droits, cognitifs. Je suis allé jusqu'à même aux Nations unies pour défendre les libertés cognitives par rapport à la publicité et les algorithmes dans les réseaux sociaux, déjà en 2010-2013. Et je m'étais battu à l'époque, contre le déploiement par exemple d'expériences comme ça par Facebook, qui faisait des papiers, avec des millions d'utilisateurs. Je me rappelle dans Nature où j'avais fait un article commentaire en disant: «Mais, nous en tant que chercheurs pour travailler sur la santé mentale, avec des enfants autistes, on remplit, 200 pages de papiers administratifs pour l'éthique, pour montrer que ça a pas de répercussions négatives et cetera. Et on a des entreprises, des GAFA qui, déploient ça sur des millions de personnes et personne n'est choqué en soi, des conséquences que ça peut avoir. Donc, moi déjà en fait, les réseaux sociaux en soi étaient un choc pour moi de la géométrie variable entre l'industrie et la recherche académique, heu et les enjeux de santé mentale associés. Et d'ailleurs les réseaux sociaux déjà ont eu un énorme impact négatif sur, la perspective sur soi-même des adolescents. On a eu des scandales ou même, justement, Facebook et beaucoup de réseaux sociaux étaient au courant en fait des effets néfastes sur, les jeunes filles par exemple avec l'anorexie mentale et cetera. Et comme les cigarettiers à une époque cachaient un peu les résultats sur le cancer du poumon, on a montré a posteriori qu'ils avaient des notes internes sur les dangers de la santé mentale. Et malgré ça, communiquaient pas trop là-dessus parce qu'ils voyaient que ça pouvait gêner leurs intérêts économiques en fait. Bah, la transition est parfaite parce que lors d'un précédent épisode, j'avais reçu, alors c'était ma chaîne en anglais, j'avais reçu l'ancien commissaire à l'éducation, du Massachusetts aux États-Unis, un rôle proche, pour résumer, d'un recteur d'académie en France, et il m'avait dit, je cite: «Qu'il y a 15 ans, nous avons mal encadré les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les études semblent montrer une augmentation des problèmes de santé mentale liés justement aux réseaux sociaux». Toi qui travailles sur la cognition sociale, sur la santé mentale, comment est-ce que tu imagines la génération d'adolescents qui aura grandi avec l'IA générative? Ceux qui sont à l'école primaire, à l'école secondaire aujourd'hui. Ben c'est pas encore assez documenté, mais c'est clair qu'il va y en avoir une. Moi, je le vois déjà à l'échelle de mon laboratoire et de mes étudiants à l'Université de Montréal. Ça crée des changements, cognitifs forcément ne serait-ce que même dans le comportement avant même de changer le cerveau d'un point de vue, plasticité. Tu peux donner quelques exemples concrets justement de ces changements de comportement? Oui, oui, bien sûr. J'allais prendre le côté progressif par rapport aux réseaux sociaux où finalement les réseaux sociaux, il y a une sorte d'atrophie du souci du regard des autres, qui est déjà quelque chose de présent et notamment à l'adolescence. Et du coup, il y a une interférence énorme par, une augmentation qui est un peu démesurée par rapport à ce que notre cerveau d'homo sapiens de 400 000 ans avait été prévu, initialement. Dans le cadre de l'IA, même si c'est pas assez documenté encore, on a plus une isolation qui peut s'opérer. Alors en plus, on est sur une génération qui a connu la Covid, dans leur, début d'études, ce qui facilite pas en fait leur expérience de peer learning et d'apprentissage avec des collègues. Donc c'est des gens qui ont déjà beaucoup appris seuls, finalement. Et là, ce que je vois dans les comportements qui se forment, c'est plutôt que d'aller voir des amis ou le superviseur, on va demander à une IA. Et bien sûr, c'est un peu comme, une sorte de super moteur de recherche forcément, mais ça crée une boucle sociale qui est, atypique avec, une déformation du rapport social, notamment ce qu'on appelle la flagornerie ou la sycophantie, où l'IA va plutôt, pour des raisons, de design, d'user experience, flatter l'utilisateur pour faire de la capture d'utilisateurs, bien sûr. Et du coup, on a un comportement que les humains ont de temps en temps, mais plus dans des cadres, où il y a un intérêt à faire ça. Et quand c'est tout le temps dans le caresser dans le sens du poil,
finalement, ça commence à biaiser notre manière d'aborder la relation sociale, où on attend beaucoup plus de l'autre une validation. Alors déjà, on a, tous un besoin de validation, c'est un besoin humain en soi, mais finalement, il va y avoir une déformation de l'attente que les utilisateurs vont avoir et il y a eu une étude récente qui est parue déjà là-dessus, où finalement, une surutilisation de l'IA va conduire à, plus de préférence pour une interaction avec une IA qu'avec un humain qui va critiquer ou qui va, potentiellement, dire: «Bah, moi je suis pas d'accord». Être pas d'accord en soi, c'est aussi nécessaire pour, grandir quoi, enfin en soi, d'être mis face à des opinions différentes et être questionné dans ses acquis et dans ses croyances, c'est un moyen d'avancer et de maturer sa pensée, en tant qu'être humain. Ça veut dire que c'est pas nous rendre service que, de d'éviter les frustrations, que de nous contredire, quand tu échanges avec une IA, c'est un peu ça aussi qu'on recherche quelque part, c'est valider son schéma de pensée, c'est ça? Il se passe quoi quand on passe plusieurs heures par jour à discuter avec ChatGPT? Bah, justement, cette étude récente, avait mis en évidence que, ben, on a des attentes plus fortes par rapport à la validation des autres êtres humains, parce qu'on est habitué à échanger avec un agent qui se fait passer pour un agent, on projette très très rapidement, en fait, en tant qu'être humain, que c'est un humain, en fait, l'agent conversationnel, alors que ça n'en est pas un. Parce que, ben, moi, je le vois même, on a ce qu'on appelle intentional stance en anglais, le biais, intentionnel, ou même chez un enfant quand il y a un toutou qui bouge et qu'on fait des marionnettes, direct on va associer. Ben là, en fait, c'est le même phénomène qui opère avec les agents conversationnels, quoi. Notre cerveau est comme câblé pour attribuer de l'intention et faire comme si on était avec un agent quand ça se comporte comme un agent, même si c'est pas un vrai humain. Donc on est en train de parler avec des agents qui sont des machines, mais comme avec la marionnette chez ma fille, on surattribue beaucoup de choses. Donc, ça Mmh. déforme un peu notre attente et notre cognition sociale sur la surutilisation. Après, je pense qu'il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus, connu, avec le GPS ou avec, la calculette et cetera. C'est plus le manque de pratique, conduit à une diminution de la performance aussi. Donc là, c'est plus une question, heu, pragmatique, c'est est-ce que, heu, ben, savoir écrire, de manière fluide, c'est quelque chose d'important? Ou est-ce que finalement, on va, outsourcer ça à de l'IA de plus en plus et du coup, quand on va être face à écrire un mail, seul, sans IA, ben, les gens vont avoir plus de difficultés ou, écrire une carte de vœux, écrire un poème, Heu, on voit que même pour écrire, de manière élaborée et cetera, l'IA peut augmenter très rapidement, en fait, la qualité, d'un texte, mais au Mmh. détriment de la pratique de l'écriture qui est, finalement, c'est une praxis et écrire, il y a pas de secret, hein, pour savoir écrire, il faut écrire, quoi. Ouais, je comprends. Donc et pour le code, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on est sur une situation à l'heure actuelle où le vibe coding, c'est, incroyable pour quelqu'un qui sait déjà coder, en fait. C'est une sorte de super pouvoir d'un coup, pour les gens qui ont déjà une expérience de dev et par contre, pour les gens qui doivent se former, au développement, ça peut être ça peut être un problème, en fait. Parce que, il y a des acquis de base qui permettent de penser, de manière architecturale, et de construire une pensée qui, si ces acquis sont pas là, on devient complètement dépendant finalement, de l'outsourcing à la machine. Est-ce que tu as déjà vu, enfin j'imagine que oui, mais tous ces articles de presse sur le compagnonnage virtuel, sur ces personnes qui, vivent des relations ou prétendent en tout cas vivre des relations avec des robots conversationnels. En tant que professionnel de la santé mentale, tu en penses quoi? Ça veut dire quoi de notre société? Alors je sais pas si c'est des épiphénomènes ou si c'est vraiment une tendance de fond. Peut-être, enfin tu vas pouvoir me guider un peu, mais j'aimerais avoir ton regard sur ce sujet. Le site web le plus utilisé de compagnonnage, il y a quand même plusieurs dizaines de millions de personnes qui l'utilisent, donc c'est pas anodin. Moi, pour l'avoir
même testé, avec mon épouse qui est aussi psychologue clinicienne, donc impliquée aussi dans la santé mentale, on a vraiment, été surpris par le la monétisation finalement de la solitude, pour le dire, brutalement. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a beaucoup, d'isolation sociale et donc ça répond à un besoin, mais ça rend captif des gens par rapport à un besoin, naturel qui est le la connexion à l'autre. Et il y a une surmonétisation qui est incroyable. C'est-à-dire que pour, pouvoir, parler plus à son agent, il faut mettre $10. C'est ultra cynique, en fait, parce que tu crées une forme de dépendance. Ah totalement, totalement et en fait, sous un projet, initialement, positionné comme humaniste et cetera, enfin, c'est évident dans la manière dont la plateforme est développée et j'ai testé d'autres, hein, c'est extrêmement dans du freemium, monétisé à fond et qui ou si on veut, passer plus de temps, si on veut faire des selfies, avec, son compagnon et cetera, c'est à chaque fois, $10 de plus, $20 de plus. Donc il y a une sorte de taxe à la solitude. Enfin, c'est d'un cynisme et d'une, violence, finalement sociétale, qui est assez choquante. Malheureusement et heureusement, il y a des gens qui s'y retrouvent là-dedans puisqu'il y a justement, il y a une solitude donc ça comble un besoin. Ouais, c'est ça, Guillaume. Est-ce que ça apporte quelque chose aux personnes qui se sentent seules? Est-ce que ça peut avoir un bénéfice peut-être pour les personnes qui sont seules? Beh, je pense que oui, puisque justement, elles s'y retrouvent sur certains aspects, mais de la même manière que les jeux vidéo finalement comblent un besoin d'avoir du fun et puis, maintenant les gamers, se plaignent de la surmonétisation des game pass et tout ça, où finalement il y a une recapture énorme après et qui joue sur l'addiction. Il y a même de l'ingénierie, psychologique pour rendre les gens addicts et cetera. Donc il y a la pente en fait est assez glissante aussi sur ces thématiques-là et là on est même plus sur, du divertissement. On joue quand même avec, la relation sociale et de la même manière que moi j'avais vu un peu Cambridge Analytica avec les réseaux sociaux, je serais pas si choqué, ben, on le voit déjà un peu avec Grok, que, ces plateformes d'agents conversationnels puissent avoir un impact colossal sur le processus démocratique, en fait. De manière, un peu, sous le tapis, mais influencer les gens, leurs opinions politiques et cetera. Selon toi, est-ce que le cerveau humain fait une différence selon qu'il parle à une machine ou selon qu'il parle à un humain? Est-ce qu'on est facile à convaincre, par un chatbot, qui nous donne raison, par rapport à une conversation avec un humain où il y a un peu plus de friction? Il se passe quoi dans notre tête quand on a ces actes de communication avec une machine ou avec un humain? Bah, c'est, une excellente question. On travaille directement là-dessus dans mon laboratoire, donc c'est pour ça que je suis pas, basé au Mila directement. Je suis dans un hôpital, pédiatrique, donc j'étudie, avec l'imagerie cérébrale, notamment l'électroencéphalographie pour les ondes cérébrales, comment en fait on représente les autres, hem et on a plusieurs études qui comparent finalement l'interaction avec, des avatars, dirigés par un humain ou dirigés par une machine pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau et il y a certains aspects qui se comportent de la même manière quand on y croit. Donc c'est un peu l'illusion dont je parlais ou avec la marionnette ou le toutou où, finalement on a un pré-câblage dans le cerveau pour, attribuer finalement une intention et attribuer une sorte d d'animosité, derrière quelque chose qui semble être avec un esprit. Mmh. Ça s'appelle la théorie de l'esprit. Donc on a une théorie de l'esprit pour pouvoir deviner les intentions et ce que pensent les autres et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui se comporte un peu comme s'il y avait un esprit derrière, ce truc-là, démarre et on est dans une sorte d'anticipation et il y a beaucoup de projections finalement qui s'opèrent, quoi. Donc ça, c'est justement ce qui fait l'illusion et qui fait que potentiellement les gens qui sont avec un compagnon, virtuel, en fait, ben, pour eux, il y a une forme de relations sociales réelles derrière ça, parce que ça met ça implique en fait des réseaux cérébraux similaires avec une relation avec un humain. Je pense que par contre, on est sur une variation de ce que l'humain ferait, et qui déplace la norme et du coup, c'est ça qui est un peu dangereux. C'est justement ce qu'on parlait par exemple avec la sycophantie, où finalement, si cette interaction
où on projette qu'on est en interaction avec un humain, même si ça n'en est pas un, c'est constamment dans la validation, c'est constamment positif. Ben, le cerveau, il est très facile à s'adapter, quoi. Donc ça devient la nouvelle, ligne de base, la nouvelle norme et il va y avoir un effet de répulsion si on sort de cette norme, notamment dans le côté encore plus négatif que positif. Donc nous, on essaie de comprendre ces effets un peu de biais, chez, les interactions avec une machine. Et est-ce que tu as vu certaines catégories de personnes plus sensibles justement à cette, relation à l'humain? Je sais pas, est-ce que c'est lié au niveau d'éducation, au milieu social, Alors c'est une excellente question. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore trop de données là-dessus. C'est une question qui m'intéresse énormément aussi au laboratoire. Je dirais qu'il y a forcément, il y a un rapport à la technologie aussi qui est différent sur une génération. Donc, je me rappelle, par exemple, discuter avec, mon grand-père ou ma grand-mère, un chatbot même nul, avant, ChatGPT, faisait illusion, hein. Donc, il y a un rapport aussi, de l'engagement avec la technologie. Donc plus on est engagé avec la technologie, plus on va être demandeur aussi heu, d'une, technologie qui a avancé. Il y a un rapport à, forcément l'éducation, à la psychologie et cetera pour, comprendre ces phénomènes. Mais, pour moi, il y a des choses qui sont aussi du domaine des traits de personnalité. Et de la même manière que, par exemple, la question des écrans avec, les troubles de l'attention, pour moi, ça révèle plus qu'il y a un trait qui est continu dans la mmh population, au niveau de l'attention et que les écrans, ils ont peut-être mis en avant des gens qui étaient pas diagnostiqués comme TDAH et cetera, mais qui avaient quand même une sensibilité attentionnelle différente de la population et les écrans, ça les a un peu plus, attirés du côté, trouble attentionnel, on va dire. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus besoin de validation que d'autres dans la population. C'est un trait continu pareil et que, ces agents conventionnels vont taper pile dans leur, sensibilité et leur, risque et du coup, ces personnes-là qui étaient pas à risque avant, dans la population générale et qui avaient pas forcément de problèmes de santé mentale, pourraient le devenir en interagissant avec ces agents conventionnels qui vont, jouer exactement sur leurs points faibles finalement. Est-ce que selon toi, tout le monde, pour un moment à un autre de sa vie, basculait dans des croyances un peu toxiques avec des IA? J'ai vu, ces exemples, alors très médiatisés toujours et c'est, sans doute, un minuscule pourcentage de la population, mais des gens qui tombent dans un espèce de rabbit hole, où, l'IA leur fait croire qu'ils ont découvert un nouveau théorème, une nouvelle théorie, qu'ils sont géniaux et cetera. Est-ce que tout le monde peut tomber dans ces cas-là? Ou est-ce que ça il y a des personnes plus vulnérables que d'autres et sur quels critères? Beh, c'est pas ça rejoint la question d'avant effectivement. Je pense qu'il y a des traits de personnalité qui doivent, contribuer. Moi, un exemple que j'aime bien aussi, discuter souvent, je sais pas si vous vous rappelez de Blake Lemoine là, et de Lambda, donc c'était l'ingénieur de Google, qui avait démissionné, ou qui s'était fait virer. Ah oui, il avait, affirmé qu'il avait créé une IA qui était consciente, hein, c'est ça, hein? Voilà. Beh, la chose qui a jamais été vraiment très médiatisée, qui pour moi pourtant en fait est essentielle dans toute cette histoire, c'est il était prêtre. OK. Ce qui est quand même pas anodin, quoi. C'est-à-dire que c'était pas l'ingénieur de Google lambda justement, c'était un ingénieur, prêtre Mmh. et je pense que le rapport à la spiritualité et la religion, par exemple, c'est un trait de personnalité. Donc il y a des gens qui sont plus religieux que d'autres. Ça, c'est attribué à aussi la cognition sociale, le fait de sentir une présence alors que, elle est pas physiquement là et cetera. Je pense que, par exemple, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de creuser. Est-ce que ce trait de personnalité-là corrèlerait avec, une surattribution, à l'IA, par exemple? Donc il peut y avoir des phénomènes comme ça, ou des traits de personnalité ou des tendances, des compétences, cognitives, puissent conduire à, ce genre de divergence par rapport à la population générale. D'accord. En fait, ce que j'entends et corrige-moi si je me trompe, mais l'IA va pas nous rendre malades mentalement, mais elle peut révéler certains traits de caractère ou certaines pathologies sous-jacentes, et les multiplier. Ouais, je pense que, bah, ça, c'est déjà une sorte d'hypothèse, on va dire, faible, on va dire. Je pense que c'est pas très, tiré par les cheveux de penser ça. Enfin, toute technologie en soi,
révèle un peu plus, nos traits de personnalité ou, nos défis, nos risques et cetera. Et après, heu, je ferme pas la porte au fait qu'il va y avoir des nouvelles formes de pathologies mentales aussi qui vont apparaître. C'est-à-dire que, quelque chose de fascinant pendant la pandémie et la suite de la pandémie, TikTok avait, induit des troubles neurologiques fonctionnels, ce qu'on appelle. Donc c'est des présentations qui pourraient avoir un substrat neurologique, donc c'était des tics très forts, associés à Tourette notamment, mais qui n'avaient pas de base classique de Tourette, qui étaient induits par une surexposition à TikTok. Et il y a une frange d'adolescents qui sont retrouvés à consulter dans les services de psychiatrie, et c'était purement lié à, une surexposition, à des réseaux sociaux comme TikTok. Donc TikTok déclenchait des symptômes proches de la maladie de la Tourette, c'est ça? Ouais. Et ça, c'était un mystère en soi. Enfin, les psychiatres ont vu une explosion d'un coup d'un trouble fonctionnel très spécifique, Hein, hein. qui était, qui semblait associé vraiment à l'explosion de l'utilisation de TikTok et de réseaux sociaux avec, des, formats courts de vidéos, quoi. Il y a un effet de la plateforme et du format, mais il y a aussi un effet du contenu. C'est-à-dire que ces contenus, étaient aussi liés à la santé mentale. Donc il y a eu nous, on a, par exemple, à l'UDEM aussi des gens qui travaillent sur la désinformation sur la santé mentale via les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses aussi sur les réseaux sociaux et qui peuvent induire aussi, des Mmh. problèmes de santé mentale ou des conseils de santé et de bien-être qui finalement sont même à l'opposé des recommandations, des professionnels. Donc ça, c'est des choses qui vont être aussi, à faire face par rapport à l'IA, quoi. Alors, un jour, un invité me disait que, pour des questions de santé mentale, consulter ChatGPT était bien plus facile et bien plus accessible que d'aller voir un psy, parce que c'est gratuit ou presque, parce que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on peut parler de tout sans être jugé. Tu en penses quoi? Est-ce que les chatbots peuvent devenir de bons psychologues? Est-ce que les psychologues ont encore un avenir? Est-ce qu'ils vont perdre leur job? Heu, c'est quoi ton rapport justement à ce sujet, psy et chatbot? Ben, je pense qu'il y a un énorme potentiel, avec ces technologies-là en santé mentale, pour faire notamment, de la prise en charge rapide quand il n'y a pas d'humain disponible. Donc par exemple, on travaille sur la prévention du suicide, qui est extrêmement délicat en plus sur le plan éthique parce que, un des exemples qui montre que ces chatbots sont pas forcément, encore prêts, c'est les cas de suicide d'adolescents, notamment aux États-Unis où, il y a eu un suicide aussi, en Belgique, où finalement on peut avoir des suicides qui sont conduits par heu, boucles d'interaction avec ces agents. Où il y a eu même des cas où l'agent influençait l'utilisateur à ne pas communiquer son malaise à sa famille et cetera. Donc, quelque chose qu'un thérapeute aurait «jamais fait» entre guillemets. Donc C'est-à-dire qu'au lieu d'aider et d'identifier le problème, le chatbot va au contraire lui donner des conseils pour se suicider, en gros, c'est ça, hein? bah, il y a eu des cas comme ça, ouais, au début en tout cas. Parce que justement, on est face à une machine qui a été entraînée pour être un assistant, à la requête de l'utilisateur. Donc, de manière, caricaturale, si mon besoin c'était de trouver un moyen de me suicider, bah, le chatbot lui, il a son instruction très, hard codée, soit un assistant, utile et efficace. Il va donner, toutes les meilleures instructions pour, aider la personne à se suicider. Alors ils ont mis bien sûr A des priori, c'est moins le cas aujourd'hui. Il y a eu enfin, suite à aux problèmes qu'il y a eu, ça a été un peu recadré. exactement, donc c'est moins le cas aujourd'hui, mais on a plus face à des rustines, qui a un problème de fond. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a fait une étude qui montre que, par rapport à un humain, typiquement les LLM n'ont pas une personnalité, ils ont une distribution de personnalités. C'est une autre manière c'est une autre entité. Donc, la manière et même parler de personnalité, ça peut être critiquable en soi, mais si on prend les tests de personnalité, nous, ce qu'on montre, c'est que un chatbot n'a pas, en fait, un profil comme un humain. Il a la superposition de beaucoup de profils auxquels il a été exposé. Et comme toute distribution, bah, il y a une masse, principale à un endroit. Donc on peut avoir un chatbot qui, en moyenne,
extrêmement, sympa, utile, éthique et cetera. Mais comme on est face à une distribution, il y a aussi des queues de distribution, qu'on appelle les événements rares ou les signes noirs, et que si on tombe sur un signe noir, pendant, une phase critique où la personne est en détresse psychologique et que le chatbot, se met à faire un truc qui est pas du tout, adapté, ben, là, on a des problèmes. Donc, du coup, je pense que là où il y a, un engouement qui est, compréhensible, il y a aussi une nécessité d'être précautionneux sur le déploiement de ces choses-là. Et après on voit en plus le cynisme, associé aux compagnies par rapport à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, l'adolescent qui s'était suicidé, en lien avec, ChatGPT, OpenAI finalement s'en est lavé les mains en disant qu'il n'avait pas respecté la charte d'utilisation du chatbot, quoi. Donc on a un cynisme colossal par rapport, à la gravité de la situation. Et nous, on est, en train de mettre en place des outils pour aider. Donc moi, par exemple, dans le laboratoire, la manière éthique d'utiliser ces chatbots, c'est déjà de simuler des non pas des thérapeutes, mais simuler des patients pour entraîner des thérapeutes humains. D'accord, donc tu utilises l'IA comme si l'IA était un patient pour que les médecins ou futurs médecins puissent interagir avec elle? Ouais, qui a un gros problème d'enseignement parce que le former des gens à la psychothérapie et à faire de la discussion avec des patients, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que ça repose beaucoup sur des vignettes, de texte ou des vignettes vidéo, mais c'est pas interactif ou alors il faut payer un acteur, enfin ça scale pas du tout. Et donc du coup, il y a une opportunité pédagogique pour former les médecins et les futurs, psychothérapeutes avec, les agents conversationnels, qui est assez, direct et qui a pas d'enjeu éthique pour l'instant, pour le coup. Parce que du coup, le thérapeute, lui, il sait faire la différence, il sait qu'il est avec un patient virtuel. Donc là, c'est une utilisation, par exemple, qui renverse un peu le problème et qui permet d'avoir une utilité sur la santé mentale, sans mettre à risque, les utilisateurs. Une autre utilisation qui est extrêmement répandue, maintenant et qui a changé un peu la donne, pour les professionnels de la santé, notamment la santé mentale, c'est les scribes. C'est-à-dire que, beaucoup du travail d'un médecin et d'un psychologue, c'est prendre des notes et faire des rapports pour la prochaine fois sur chaque patient et cetera. Et là, la transcription, qui est un truc, ça paraît tout bête, quoi. C'est pas On n'est pas en train de parler de mythos là, hein. On est en train de parler de juste prendre de l'audio et le mettre sous forme de texte. Rien que ça a été un truc révolutionnaire pour le système de santé. En tout cas, je vois au Canada, c'est quelque chose d'énorme là maintenant, il y a des entreprises qui ont fait ça de manière éthique, super protégée et cetera. Et au quotidien, ça sauve un temps énorme aux professionnels de santé qui du coup peuvent investir leur temps pour faire, ben, leur métier encore mieux. Ouais, je comprends. Heu et du coup, toi qui es, au contact avec ces professionnels de la santé mentale, heu, qu'est-ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'ils pensent de tous les changements qui sont en train d'arriver? Et comment est-ce qu'ils travaillent avec? Est-ce que je veux pas être taxé de doomer, mais est-ce que, j'imagine qu'il y a forcément des côtés positifs par rapport à l'usage de l'IA, ou est-ce qu'ils sont au contraire très critiques? C'est quoi leur position selon toi? Bah, c'est très, divers, hein, de la même manière que dans la population, les avis sont diversifiés, dans les professionnels de santé, c'est très diversifié aussi. On a des gens qui sont extrêmement enthousiastes, on a des gens qui sont très, heu, anxieux ou qui ont des doutes. Hem, Ça dépend des domaines aussi, c'est-à-dire que si on parle à un radiologue ou un dermato, ils sont hyper enthousiaste parce que ça va permettre de faire directement des détections de choses qui sont, au seuil clinique, qu'ils pouvaient pas faire avant. Donc, eux, ils voient directement l'utilisation de l'IA, dans la segmentation, des images IRM et cetera. Donc ça c'est un potentiel énorme en neurologie, en radiologie, et cetera. En psychiatrie, c'est un peu plus délicat parce que justement, on voit le potentiel, mais on voit aussi les conséquences négatives, quoi. Alors c'est sûr qu'un cardiologue verra pas trop de conséquences négatives à l'IA pour le moment là, mais c'est vrai que les psychiatres sont plus mitigés parce qu'ils voient qu'il y a
une pente glissante aussi sur le côté dépendance, sur le côté, isolation sociale, et après si on parle plus aux psychologues et aux sciences de l'éducation aussi. Donc là, on quitte la médecine, mais là, il y a des gros défis aussi, en éducation et en pédagogie et sur ce qu'on parlait sur le outsourcing cognitif, le fait de se faire remplacer son raisonnement par une machine. Est-ce que ça va pas, nuire à la faculté de raisonnement sur le long terme, quoi, par exemple? Comment est-ce qu'on protège sa santé mentale à l'ère de l'IA? Comment est-ce qu'on prend soin de son cerveau aujourd'hui? Le nerf de la guerre, je pense que le sommeil est essentiel. Donc là, ça va avec l'addiction, donc que ça soit, du streaming, du jeu vidéo ou de l'IA avec des conversations avec de l'IA, se retrouver à 5 heures du matin à coder, sur Claude Code, au lieu de dormir, c'est peut-être pas une bonne idée pour la santé mentale. Même si c'est, hyper, stimulant et on a plein de décharges de dopamine, ben, on le paye en fait sur le long. Hem Après, je pense que l'interaction sociale et justement, on revient un peu sur le début avec la pandémie. C'est la pandémie, elle nous a mis Mmh. droit dans la face qu'on est des êtres sociaux. Enfin, moi, c'est un peu justement ce sur quoi on travaille au laboratoire. L'être humain, c'est peut-être l'animal le plus social, sur la planète et donc du coup, ben, se socialiser et rencontrer d'autres êtres humains, c'est peut-être une bonne chose aussi pour notre santé mentale. On a vu l'inverse et on a vu comment c'était, problématique. Et après même, enfin, là, on rentre sur plus des recherches, connexes sur la notamment ce qu'on fait en génétique du cerveau et cetera. C'est que beaucoup, de la nutrition aussi est à prendre en compte. Donc ben, un esprit sain dans un corps sain, ça reste quelque chose de «d'actualité» entre guillemets. Donc rien de révolutionnaire en soi, c'est-à-dire, voilà, on travaille, on fait du sport, on dort bien, on mange bien, on socialise. Bah, c'est la base, hein, c'est la base et justement, de la même manière que les réseaux sociaux, ont perturbé un peu ces équilibres-là. Je pense que l'IA, va le faire aussi. Alors après, la spécificité des réseaux sociaux, c'était, de voir sur, des fils de réseaux sociaux permanence les gens qui sont en vacances, hein, et d'avoir l'impression qu'on n'est jamais en vacances. Donc le fait de la comparaison sociale et l'impact que ça a sur la santé mentale, par exemple, ça c'est un truc qui est très spécifique aux réseaux sociaux Mmh. et donc limiter cette exposition ou en tout cas avoir une discussion autour de ça et relativiser que c'est justement les algorithmes qui font ressortir ce déséquilibre, ça permet peut-être d'agir. Pour les IA, ça peut être, la sycophantie, avec des croyances qui peuvent être toxiques. Donc là, on n'en avait pas parlé au début, mais par exemple, des gens qui sont à risque aussi, c'est des gens qui ont des paranoïas ou des croyances qui sont un peu problématiques. Si l'IA va les enfoncer encore plus dans ces croyances et les valider là-dedans, ça peut avoir des effets, extrêmement, problématiques sur le long terme. Donc là, pareil, peut-être prendre l'habitude de questionner ce que l'IA renvoie, voire de demander à l'IA aussi d'être plus critique par rapport à ce qu'on lui demande. Ça peut être une pratique qui est intéressante. Moi, je le fais beaucoup, par exemple, de dire, voilà, j'ai une idée, détruis-la, quoi. Ouais, absolument. On fait de la dialectique, socratique, violente, heu et en même temps, on peut faire les 2, quoi. On peut dire, essaye d'aller à fond dans cette idée-là et de m'appuyer créativement et avec un autre, onglet, essaye de montrer que cette idée, elle est nulle, et en fait, faire un peu cette part alors ça, c'est très français en plus dans le cursus de philo, thèse, antithèse, quoi et d'être la personne qui fait la synthèse. C'est peut-être un moyen de garder une forme d'agentivité par rapport à ses choix et ce que l'IA nous renvoie, quoi. Et dernière question et franchement sur cette question on pourra faire un épisode d'1 heure, mais tu disais que tu es père de famille, tu as une, fille de 5 ans, comment enfin juste en 2 minutes, comment on traite la notion de parentalité et de santé mentale à l'ère de l'IA? Comment est-ce que tu accompagnes ta fille, dans un monde où l'IA sera omniprésent, avec les amis, sur les téléphones, en salle de classe, et cetera? Un ou 2 conseils rapidement pour les parents, qui nous écoutent peut-être? Ouais, bah, d'en discuter. Alors, on a beaucoup de discussions autour de ça, sur la santé mentale, je disais par exemple avec la météo intérieure, je pense que avoir une discussion ouverte, transparente sur ces sujets-là, c'est important.
Après moi, par exemple, je suis aussi, on n'a aucun écran à la maison, par exemple, enfin, on on est des gros lecteurs et je pense qu'il y a des stades de développement où ces technologies pourraient être, extrêmement, disruptives négativement avec le développement biologique. Comme je disais, on a un cerveau qui a entre 50 000 et 400 000 ans là, le développement du système nerveux, il est quand même, échelonné sur plusieurs années après la naissance et donc il faut faire attention en fait à l'interférence qu'on peut avoir avec ce développement, naturel. Mmh. Et du coup, moi, je suis pas pressé à lui mettre, un écran devant les yeux. Alors on fait de manière très, ponctuelle, mais c'est pas une norme, quoi, du tout. Enfin, on n'a pas aucun écran à la maison. Elle est, exposée, de temps en temps, mais justement, je vois par rapport à, heu, des enfants qui sont complètement addicts, là, les iPad Kids. Hem, c'est rassurant de voir que ma fille, elle est capable de rester, longtemps à dessiner ou à lire un livre tranquillement, sans avoir une détresse, et de s'ennuyer parce qu'il y a besoin de dopamine à fond, quoi. Et je pense que c'est lui faire, Donc je suppose qu'il n'y a pas de jouets, connectés à l'IA. J'avais vu, alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était des Barbie ou des poupées en tout cas, où tu avais une IA à l'intérieur avec un micro et du coup l'enfant pouvait interagir avec ses jouets et avoir une conversation. ça peut être un outil de dialogue aussi, hein, de discuter, «Qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Je pense que de la même manière qu'avec la télévision ou les réseaux sociaux, avoir un usage, transparent et pouvoir discuter ou avoir même de l'autodérision par rapport à ça, moi, je vais donner des exemples où on discutait, avec une IA et puis, je lui montrais par exemple comment l'IA pouvait répondre des trucs complètement absurdes aussi, et essayer de un peu de jouer sur, questionner la technologie, créer un esprit critique en OK, fait. très bien, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup. Guillaume, alors on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de conclure, on va faire un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Du concret, hein, évidemment, hein, pas de théorie, mais des idées fortes, des idées clés, des conseils pratiques, des décisions à prendre, ce qui peut changer leur manière de travailler, de décider ou d'aborder l'IA au quotidien. 3 conseils, je t'écoute Guillaume. Bah, je dirais qu'il faut, garder des humains qui peuvent vous dire non dans votre entourage. Ça serait une première idée, un premier conseil. Heu, un deuxième conseil, ça serait de rester, vigilant par rapport à qu'est-ce qui est le produit et heu, pourquoi on l'a entre les mains. Heu et avec la fameuse, «Si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit». Heu, donc ça va avec ce qu'on disait justement juste avant avec ma fille, c'est garder un esprit critique par rapport à ces outils et rester, agentique soi-même, quoi. On parle beaucoup d'IA agentique, mais rester avec, human agentic, c'est important. Et donc l'idée de faire, thèse, antithèse et puis garder la synthèse pour soi, par exemple, ça peut être un moyen. Et après, ben, de dire que comme toute technologie, il faut ni tomber dans le doomer, ni dans le sensationnalisme. Il y a du bon et il y a du mauvais. Ça va l'IA va révolutionner la médecine, là. Les médecins qui rentrent en médecine à l'heure actuelle, quand ils vont sortir, ben, la médecine va être différente, là. Ça va quand même changer énormément de choses. Il y a des énormes potentiels, mais il y a aussi des effets négatifs et donc de la même manière que les réseaux sociaux, ont mis en avant, par exemple, des problèmes d'attention ou des problèmes de nécessité de validation d'autrui et cetera, ben, on va avoir les mêmes problèmes qui vont, apparaître avec l'IA et donc du coup, pour s'en prémunir, ben, encore une fois, ben, avoir de l'esprit critique et se documenter aussi, hein, sur, il y a des études justement qui commencent à apparaître sur les effets de l'IA et il y a quand même des organismes indépendants qui essayent de voir comment donner des conseils aux citoyens pour, utiliser de manière, raisonnée et utile. Et par rapport à des conseils qui sont donnés par des entreprises qui, elles, ont un intérêt à faire de la capture d'utilisateurs, il faut être aussi à se documenter par rapport à ces informations-là, quoi. Parfait. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prêt?
Oui. Alors en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Nicolas François, qui est directeur du pôle digital de l'Agence régionale du tourisme Grand Est en France. On écoute sa question et je te laisse y répondre juste après. Qu'est-ce qui, dans ton métier, ne devrait jamais être confié à l'IA, même si c'était possible? Et comment tu ferais pour le protéger? Dans mon métier de chercheur, je dirais que, ce qui devrait pas être délégué à l'IA, c'est les choix politiques associés à l'IA et garder justement un une sorte de garde-fou, finalement, citoyen, et de pas, délester son pouvoir, démocratique à une IA en tant que citoyen et en tant que chercheur, je me sens encore plus citoyen, sur ces questions-là, justement. Très bien, parfait. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Quelle est la dernière fois où tu as délibérément choisi de ne pas utiliser de l'IA alors que tu aurais pu le faire? Très bien. Eh ben, merci beaucoup de ta participation. Guillaume Dumas, je rappelle que tu es professeur agrégé en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal au Canada. Merci d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.